ceux qui sont à distance, vous pouvez envoyer vos questions pendant la séquence, et puis après, on les prendra, et puis les questions dans la salle, parce que sinon, ça risque de faire un peu trop longtemps d'attendre la fin, et surtout que les séquences voilà, sont orientées sur des thèmes, donc des objets précis. Ça sera plus facile à conduire pour tout le monde. Patrice, je suis membre du collectif Pacte pour la transition, communauté de communes Albert Côte-Vermeille et Libéris. Donc la première partie en fait de la présentation, ça va être consacrée à la présentation du Pacte pour la transition et de notre collectif. Pourquoi nous existons, qu'est-ce que nous faisons. Ensuite, Eloy donc prendra le relais pour parler de la démocratie participative, quels sont ses principes, les outils de manière un peu générale. Et ensuite, je reviendrai pour vous développer plus à travers des exemples, finalement, les différents dispositifs qui sont utilisés aujourd'hui sur le cas de la France pour essayer de développer justement la participation citoyenne dans les territoires. Et on terminera enfin en jetant un peu un œil sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la communauté de communes, en lien notamment avec, on le verra, donc, des mesures qu'ont pu signer des listes candidates aux élections municipales, des mesures donc, du pacte pour la transition. Puisqu'on verra que certaines sont directement liées à la démocratie participative. Alors je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir le diaporama. Voilà. Alors il faut juste que... masquez-vous les vidéos. Bien. Allons-y. Donc, le pacte pour la transition, c'est une initiative en fait nationale qui a démarré en 2018, en prévision des élections municipales de 2020. Donc, c'est un ensemble d'associations, enfin disons d'organisations qui relèvent du champ de l'économie sociale et solidaire, associatives, mutuelles ou coopératives, fondations, dont le domaine d'action était assez divers, mais disons autour des questions liées à la transition écologique, la solidarité, à l'énergie, etc. Le pacte a été mis au point, on va dire, en 2019, et l'idée ensuite c'était que des collectifs de citoyens s'organisent donc à l'échelle locale pour promouvoir ce pacte, hein, on va le voir, hein, qui est constitué de 32 mesures qu'il s'agissait en fait de présenter auprès des listes candidates aux élections municipales pour qu'ils s'engagent sur un certain nombre de mesures. Donc là, 1800 collectifs, c'était à peu près le nombre de collectifs en France au moment, donc en mars 2020. Alors, petite présentation de notre collectif. Donc, on a démarré à quelques-uns. Donc, comment on pourrait nous définir? Bien, des habitants, des citoyens, voilà, de ce territoire, originaires de différentes communes, qui sont listées, hein, d'ailleurs, sur la diapositive. Et en fait, très rapidement, on a considéré que finalement notre collectif, c'était peut-être bien qu'il déjà se constitue à l'échelle de la communauté de communes, parce que la communauté de communes, c'est une instance importante pour le développement de ce territoire. Et aujourd'hui, on est, donc il y a un certain nombre de communes où nous sommes présents, et on a des contacts en fait qui se poursuivent dans les autres communes, hein, de la communauté. Donc, juste pour dire par rapport à la présentation d'aujourd'hui, nous ne sommes ni des chercheurs, ni des spécialistes de la participation, c'est plutôt voilà, des habitants qui cherchent à
bien sûr promouvoir la participation, la pratiquer, déjà entre nous, puisque l'origine du pacte, c'est déjà une démarche participative à l'échelle nationale, et puis le collectif, finalement, c'est un lieu de participation d'un groupe d'habitants. Qu'est-ce que nous avons fait? Donc, décembre 2019, c'est notre première réunion. Donc, très rapidement, on a pu élargir notre groupe. Aujourd'hui, on est une douzaine, on va dire, actifs régulièrement. Donc, on a pu rentrer en contact donc, avec un certain nombre de listes au municipal, pas dans toutes les communes de la communauté de communes, mais dans 9 d'entre elles. On a pu organiser une réunion publique à Saint-André, donc fin janvier, et rencontrer également le président de la communauté de communes. Et finalement, on a obtenu la signature d'une 13 listes réparties sur 9 communes. Depuis les élections municipales, donc 7 communes ont vu une liste signataire remporter les élections. Donc aujourd'hui, on a 7 mairies qui sont en fait issues de listes qui ont signé le pacte pour la transition. Donc nous les rencontrons, on essaie de faire le point sur la manière dont ils mettent en œuvre le pacte, etc. Nous avons rencontré également la communauté de communes. Et puis, aujourd'hui, c'est un exemple d'action que nous pouvons organiser également avec le partenariat de l'Université populaire Pyrénées-Méditerranée, que nous remercions. Comment on fonctionne? On a d'abord une charte générale, qui est la charte de tous les collectifs Pacte pour la transition, qui garantit notre indépendance politique. On a des réunions régulières, ça veut dire au minimum une par mois. On fait bien sûr en distanciel depuis plusieurs mois. On a également constitué des groupes de travail thématiques sur l'alimentation, sur la participation citoyenne, ou éventuellement des groupes de travail géographiques pour le suivi au niveau de chaque commune. Donc, on a des communes où on a des personnes qui viennent d'une autre commune qui peuvent rencontrer les équipes. On n'est pas non plus sur un schéma où il faudrait absolument être de la commune pour pouvoir suivre le pacte sur cette commune. On essaie de fonctionner, disons, par consensus au niveau des décisions que nous prenons. Et on a essayé de développer des outils de communication, bien sûr, en interne, mais aussi en externe, avec la dernière née, c'est la lettre d'info. Donc, il y a eu 2 numéros de diffusés. Et puis, on a un site internet avec une partie est publique. Donc, on essaie de mettre en ligne aussi des ressources qui peuvent intéresser les personnes extérieures. Alors, si on en vient au pacte, donc, que représente la signature du pacte par une liste candidate, c'est une sorte de contrat moral sur les engagements qu'ils prennent à ce moment-là. Voilà, donc c'est un moyen de sensibiliser et puis finalement d'amener les élus locaux à orienter en quelque sorte leur politique municipale dans le sens de la transition écologique, sociale et démocratique. Alors on va voir un peu plus loin le détail des 3 principes et de quelques mesures. Alors, si on regarde dans les objectifs du pacte, on va voir que la dimension participation citoyenne est très présente. Le premier objectif, c'est vraiment dynamiser les dynamiques locales sur le territoire, donc à l'échelle communale ou intercommunale, compte tenu des urgences en matière climatique, disons écologique et sociale. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir mutualiser, de faire connaître en fait des initiatives, des expériences, de constituer une sorte de réseau finalement d'acteurs à l'échelle nationale et au niveau local aussi. Et puis, troisième objectif, qui est de favoriser les pratiques démocratiques locales, donc qu'à travers le pacte, en fait, les démarches participatives puissent se développer. Donc le pacte, ce sont 3 principes et 32 mesures. Alors les principes, ce sont des principes généraux, donc, qui sont censés, en quelque sorte, cadrer, au sens... cadrer, de manière générale, l'action publique des équipes municipales, donc sensibiliser, former à la transition, que ce soit les élus, les habitants, les techniciens, etc. La co-construction des politiques locales, c'est-à-dire impliquer les acteurs de la société, organisés sous forme associative ou pas, ou simple habitant, les associer plus fortement que ça ne se fait jusqu'ici à l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi des politiques communales, et puis intégrer les impacts, les enjeux à long terme.
Alors si on regarde maintenant les signatures au niveau de la communauté de communes. Hein, donc, je dis donc 7 communes se sont engagées, hein, ont signé, avec des disons, bon, 7 communes ont des équipes municipales donc, qui sont au pouvoir et qui ont signé ce pacte. En fait, il y a 4 thématiques qui ressortent. Et la première, celle qui a été le plus choisie finalement, c'est la thématique autour de démocratie et citoyenneté. Donc ça, c'est quand même à noter. Hein, ça voudrait dire donc que les élus actuels, au moins dans ces communes-là, ont la volonté de développer la participation citoyenne. La deuxième thématique, c'est agriculture et alimentation. La troisième, c'est autour des mobilités douces. Et la quatrième, en fait, ce qu'on a appelé les trames du vivant, donc autour des questions de biodiversité, de trames vertes, trames bleues. Alors, si on regarde les mesures en fait, qui ciblent vraiment la participation citoyenne, il y en a 3. Donc, alors elle porte un numéro, hein, donc la 28e sur les 32. Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation. Donc ça, c'est une mesure générale, c'est-à-dire que une liste qui s'engage sur cette mesure donc s'engage à développer les dispositifs de participation citoyenne, quels qu'ils soient, hein, de manière générale. La mesure 29 est un peu plus spécifique parce qu'elle consisterait à créer une commission extra-municipale tout en bas. Donc, on le verra un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est qu'une commission extra-municipale? Mais c'est une instance qui réunit des habitants, des élus, éventuellement des acteurs organisés du territoire, et qui pourrait avoir une forme de pouvoir de décision sur les choix de la municipalité. Donc c'est déjà une mesure qui va un peu plus loin que la 28, qui est un peu plus exigeante en termes de participation. Et la 30, qui est centrée sur la question du développement d'actions associatives, donc co-construire avec tous les acteurs concernés une politique associative locale volontaire. Alors si on regarde les signatures, bien, on se rend compte que la 28, c'est celle qui a été la plus signée, avec 6 communes sur 7. La 29, hein, donc on y reviendra un peu plus tard, donc la commission extra-municipale, 4 communes se sont engagées, et la 33 communes. Donc on verra en fin de présentation, dans la dernière partie, un petit peu qu'est-ce qu'on observe, hein, qu'est-ce qu'on peut observer, qu'est-ce qu'on a pu observer en tout cas de ce qui se passe aujourd'hui dans ces communes. Donc là, dernière diapositive, puis après on verra s'il y a des questions sur cette première partie. Donc ça c'est quelques éléments sur une contexte pour suivre tout simplement ce qui se passe autour du pacte pour la transition, ou nous écrire. Hein, donc il y a une page Facebook départementale sur le pacte pour la transition 66, l'adresse de notre site internet, et puis le site national du pacte, pactetransition.org. Voilà, donc ce que je propose maintenant, peut-être, c'est de voir, est-ce qu'il y a des questions, soit les participants à distance, soit les participants de la salle, sur cette première partie, donc sur la présentation du pacte et de notre collectif. Je veux bien poser une question, Patrice. C'est quoi un collectif? Parce que c'est pas une association, loi de 1901, quel statut, quelle façon d'être reconnu, ou des choses comme ça. Donc le collectif, en fait, il n'y a pas d'existence juridique, hein, c'est une association de fait. Donc c'est vrai que les conséquences concrètes, c'est que nous n'avons pas de statut. Le règlement intérieur, finalement, il y a cette charte qui existe, et puis libre à nous de le compléter en fonction de l'activité que nous avons. Donc notre légitimité, elle vient finalement des associations, des organisations qui sont à l'origine de ce pacte, qui lui font de la légitimité. Donc oui, je dirais que par rapport à une association, c'est moins formel. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. On n'a jamais eu vraiment de problème d'identification. Enfin, une fois qu'on l'a expliqué aux élus, je dirais, il n'y a
pas de problème de remise en cause de notre légitimité à demander à les rencontrer, etc. La démarche en général a été plutôt bien comprise. Une autre conséquence, c'est qu'on ne peut pas gérer de budget, puisque voilà, on n'est pas organisé juridiquement. Donc pour l'instant, en fait, on fonctionne comme cela. Notre objectif, nous, c'est d'inciter, d'accompagner, ça je n'ai pas bien suffisamment expliqué, c'est d'accompagner les élus, de leur suggérer des idées, éventuellement de nous impliquer dans des projets ou des démarches qui seraient mises en œuvre sur le territoire, d'informer les habitants, d'informer de notre existence, d'informer de ce qui se passe, etc. Je dirais que c'est de construire des ressources aussi, de mettre à disposition des ressources qui existent ailleurs, mettre en lien, mettre en relation, on y reviendra. Merci Patrice. Il y a une question du chat qui demande si est-ce qu'on peut intégrer les collectifs en cours de route, c'est-à-dire actuellement. Oui, en fait, bien sûr, toutes les personnes sont les bienvenues. Le collectif est évolutif, des personnes peuvent sortir quand elles le veulent, rentrer quand elles le veulent. On y reviendra peut-être d'ailleurs en cours de... ce qui va apparaître en cours de présentation, c'est un petit peu aussi notre travail, ce qu'on peut faire concrètement, à partir d'exemples. Mais un de nos objectifs, c'est bien sûr d'élargir le collectif, de l'enrichir. Et en fait, nos activités ont des dimensions assez éclectiques. Ce qui fait que tout le monde ne fait pas tout. Déjà, c'est une première chose à dire. Tout le monde ne fait pas tout. On s'implique en fonction du temps disponible, de nos centres d'intérêt. On est porteur de propositions aussi, bien sûr, au sein du collectif. On essaie de faire de ce collectif vraiment un lieu où la participation est égalitaire, on va dire ça comme ça. Voilà, ce qui n'empêche pas parfois d'avoir des désaccords, mais on essaie de les résoudre de manière posée et pacifique entre nous. Donc oui, vous pouvez rejoindre le collectif sans problème, même si vous êtes sur une commune où il n'y a pas de groupe, dire voilà, moi ce qui m'intéresse c'est d'informer ma mairie, mes élus, de leur présenter le pacte, ou alors vous êtes intéressé par un sujet particulier, ça peut être l'énergie, l'agriculture, et vous pouvez intégrer un groupe de travail existant, ou alors c'est plutôt les aspects, information, communication. Voilà, donc c'est ouvert. Je dirais la base, c'est bien sûr d'être d'accord sur les objectifs du pacte et d'accord avec la charte, en quelque sorte, des collectifs. À partir de là, vous nous rejoignez, quoi. Oui, je voulais juste ajouter qu'effectivement, cette période actuelle nous prouve bien que il y a urgence, il y a plein d'urgences, et qu'effectivement on a besoin de soutien, et on a besoin que plus de gens s'impliquent, plus de citoyens s'impliquent, parce qu'il y a énormément de choses à faire, et on n'est pas assez nombreux comparativement à la population totale. Donc c'est sûrement qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas, il y a plein de raisons, mais n'hésitez pas à nous rejoindre ou à parler de nous. Si vous avez des gens qui veulent s'impliquer mais ne savent pas par où commencer, qu'ils n'hésitent pas à venir nous rejoindre d'une façon ou d'une autre. Bien. Alors, j'espère que le son parvient bien aux personnes qui sont à distance via la sonorisation. Donc c'est juste, j'ai augmenté un peu le niveau du micro, et parlez bien dans le micro, pas comme moi tout à l'heure, pour que les personnes à distance l'entendent bien. Oui, c'est une question en 2 points, parce qu'il y a une point, je pense qu'elle est déjà répondue. Apparemment, dans la discussion avec les municipalités, ils peuvent s'engager à tiroir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de prendre l'ensemble, ils prennent les engagements qu'ils souhaitent
Donc ça, j'ai pu comprendre. Et après, du coup, c'est un peu d'actualité. Est-ce que le pacte a prévu une méthode ou comment va réagir le pacte si les engagements ne sont pas tenus? Puisqu'on l'a vu dernièrement. C'est une bonne question. Vous voulez répondre, Eloy? Alors oui, alors pour la première partie de ta question, effectivement, il pour être signataire du pacte, il fallait qu'il choisisse au minimum 10 mesures parmi les 32. Après, il y avait différents niveaux pour chaque mesure, il y avait 3 niveaux d'engagement. Et pour ta deuxième question, nous, on est là pour surveiller en quelque sorte, enfin en tout cas veiller à ce que ça se passe bien. Et si ça se passe pas bien, on le fera savoir, quoi. C'est-à-dire que nous, on diffuse effectivement une information régulièrement, et voilà, nous, on peut juste que constater, on n'a aucun moyen effectivement de représailles entre guillemets ou de pression autre que celui des citoyens, quoi, d'informer que certaines personnes ou municipalités ne tiennent pas leurs engagements. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, non, je confirme ce que dit Eloy, on n'a pas de moyen de coercition. Jusque-là, ouais. Mais de savoir, est-ce qu'il y a déjà quelque chose de prévu, ou quelle était en tout cas la philosophie là-dessus? En fait, on est dans ce cas dans certaines communes où on sent que voilà, on a du mal à avoir les élus vraiment actifs sur la question de la mise en œuvre du pacte. Donc la stratégie, c'est sûrement d'informer les habitants à travers un outil de communication de l'existence du pacte du collectif, et que finalement, à un moment donné, on fait le constat, et parfois ça peut suffire à débloquer les situations. Je ne sais pas si Agnès, tu veux témoigner ou... Ah oui, je veux bien. Oui, donc par expérience, effectivement, il y a des municipalités qui ont signé des pactes et puis après, ils se font un petit peu... ils disparaissent un peu et on a du mal à communiquer, à se voir pour assurer le suivi des mesures qu'ils ont signées. Et la seule force, c'est ça. La seule force, c'est effectivement de communiquer à tous les citoyens. Moi, je suis sur le pacte à Collioure, on a un collectif aussi, on a une infolette particulière. Et la seule force, c'est effectivement de communiquer à la population, de dire, voilà, de faire le point, mais sans animosité aucune, de dire, voilà, on assure un suivi, voilà ce qui se passe pas. Et ça, ils sont très sensibles à ça, les politiques. Donc, Mais je précise que pour l'instant, c'est plutôt l'exception. Parce que dans les autres communes, on a quand même un accueil favorable déjà des équipes municipales après leur élection. Et on voit quand même émerger des projets qui sont directement liés aux engagements, parfois même à des engagements qui n'ont même pas pris, mais c'est simplement qu'il y a des projets multiples qui se mettent en place actuellement, donc parfois de manière un peu difficile vu les conditions. Voilà, donc nous, notre travail, on y reviendra, ça va être un mandat municipal, c'est 6 ans, donc ça fait même pas 1 an que les équipes sont au travail, que dans des conditions plus particulières. Là, on voit bien, par exemple, sur le thème de la participation, aujourd'hui, c'en est un exemple, comment il est difficile de développer vraiment des démarches encourageant les habitants à débattre, se réunir, discuter, puisque le contexte n'y est pas favorable. Et pourtant, dans certaines communes, il y a des initiatives qui sont prises. Donc, à un moment, je pense qu'à l'intérieur du collectif, on aura sûrement ce débat de savoir, à quel moment on considère que là, on va vraiment aller pointer ce qui n'a pas été fait, là où ça n'a pas bougé. Pour l'instant, on n'a pas eu ce débat en dehors des communes où vraiment, là, on avait le sentiment qu'il y avait un blocage, ça n'avançait pas. Pour les autres, on s'informe, on rencontre les élus, on suit, et parfois même on commence à s'impliquer. Alors ça, peut-être on y reviendra dans la dernière partie plus en avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sinon, je vais laisser la parole à Eloy.
Si j'ai bien compris, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait différents niveaux d'engagement sur les mesures qui ont été choisies. Lesquels sont-ils, du coup, ces niveaux d'engagement? Alors, en fait, chaque mesure a 3 niveaux qui correspondent à des niveaux d'exigence finalement progressifs. Donc, niveau 1, c'est vraiment le premier niveau. Niveau 2, un peu plus exigeant. Niveau 3, donc là, une mesure encore plus exigeante. Alors, sauf la mesure 29, commission extra-municipale, en fait, elle n'a qu'un niveau, c'est la mise en place d'une commission extra-municipale. Et si on prend une mesure, par exemple, sur la sobriété énergétique, il y a un premier objectif qui est d'avoir une alimentation à tant de pourcents en énergie renouvelable pour les bâtiments municipaux, par exemple l'éclairage public. Puis après, le deuxième niveau, on passe à un niveau de pourcentage supérieur, etc. Donc c'est construit comme ça. J'essaie de réfléchir à d'autres exemples, mais c'est vraiment la logique, c'est-à-dire que c'est progressif, et parfois en fait les communes ont déjà avancé sur certains aspects, donc ils ont choisi le niveau 2 ou le niveau 3 pour aller plus loin. Sur le thème de l'alimentation, par exemple, le niveau 3, c'est s'engager dans un projet alimentaire territorial. Alors que le niveau 1, c'est développer la restauration collective dans l'école, par exemple. Donc, qui est une action un peu plus ponctuelle, mais qui est déjà une avancée. On passe à la deuxième partie. J'engage la... Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Eloy, et je vais surveiller le chat. Merci Patrice. Donc voilà, on va rentrer un peu plus dans le thème de la démocratie participative. Donc, moi, je vais vous présenter les principes un peu généraux, quelques outils, et puis je repasserai la main à Patrice pour les dispositifs, les exemples et ce qui se fait ici. Alors, la démocratie participative, qu'est-ce que c'est? Alors, bon, on peut trouver plusieurs définitions. Là, j'en ai pris une qui est assez généraliste. Donc, c'est l'ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique et d'accroître leur rôle dans les prises de décision. La vie politique étant prise au sens général de la vie de la cité. Alors, en fait, la démocratie participative, ce n'est pas le contraire de la démocratie représentative. Le contraire de la démocratie représentative, c'est la démocratie directe. C'est-à-dire qu'en représentative, donc, on élit des représentants qui vont décider pour nous. Et la démocratie directe, ce serait qu'on vote directement nos lois. Et la démocratie participative, en fait, elle vient en complément de la démocratie représentative. Donc il n'est pas question de supprimer les élus, mais simplement d'apporter des informations et un engagement citoyen complémentaire aux élus. Alors en fait, ça va avoir plein d'avantages, puisqu'on va pouvoir élaborer une argumentation pour un type de projet. On va pouvoir développer voilà, des idées, préciser les objectifs, etc. De façon beaucoup plus comment dire, précise. On va apporter de la transparence parce que à ce moment-là, toutes les informations vont être données aux citoyens et donc on va améliorer la confiance en nos élus parce que aujourd'hui on se rend bien compte que la démocratie représentative elle a des limites et beaucoup de gens ont beaucoup de défiance contre les élus. Il y a beaucoup d'abstention, etc. Et là, on va pouvoir apporter, vraiment rapprocher les citoyens du territoire, quoi. Ça va permettre d'inclure notamment les nouveaux arrivants, d'inclure tous ceux qui se sentent un peu délaissés et qui ne voient pas en quoi ça les concerne, la politique. Ça va permettre de réfléchir sur du temps long, c'est-à-dire on va pouvoir avoir vraiment une réflexion par rapport à notre réalité physique, quoi. Et puis ça met tout le monde à égalité, c'est-à-dire que chacun va pouvoir participer à égalité avec les autres. Alors, pour
qu'il y ait démocratie participative, il y a quelques règles à respecter. Bon, alors la première, c'est bien évidemment qu'une place substantielle soit aménagée aux citoyens. C'est pas juste